Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce 20h sur la télévision Burkina Info. À la une de l'actualité, le tout nouveau président de la CENI, Newton Ahmed Barry, et les membres de la commission ont officiellement prêté serment devant les juges du Conseil constitutionnel. Situation sécuritaire, le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure Simon Compaoré et les cadres de la police nationale réfléchissent au redéploiement des postes de police et des effectifs. Université professeur Joseph Kizerbo, des étudiants de l'UFR SVT ont manifesté dans l'enceinte du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER contre l'octroi de prêts au lieu d'aide universitaire. Et nous débutons ce journal avec cette information. Le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba est arrivé aux environs de 17h45 à Yamoussoukro pour prendre part aux travaux du 5e traité au sommet d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue ivoirien Daniel Kablan-Duncan et les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Le chef du gouvernement burkinabé a exprimé sa reconnaissance aux Ivoiriens et à la diaspora pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos. Joie, beaucoup de sentiments de fraternité, des sentiments vraiment d'amitié également, quand on retrouve les frères. Et c'est ce que je ressens vraiment en venant ici à Yamoussoukro pour assister à cette réunion d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Vraiment, quand je suis arrivé sur le tarmac de l'aéroport, je n'ai pas été surpris par la chaleur d'accueil qu'on m'a réservé. Le Premier ministre le ministre déplacé avec le gouvernement, sans compter vraiment tout le côté festif que j'ai vu, d'un côté vraiment populaire. Selon donc Daniel Paul Kabatieba, cet accueil confirme la qualité des liens d'amitié qui existent entre les deux pays frères. Autre actualité, faire le point des camps de réfugiés au Burkina et la situation qui y prévaut, c'est l'objectif de l'audience d'une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avec le président Kaboré. Le compte rendu des échanges avec Cheikh Omar Bandaogo. Mercredi, jour du traditionnel Conseil des ministres, qui finalement n'aura pas lieu ce 27 juillet, le président du Faso commence sa journée par une audience avec une délégation du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La plupart des réfugiés sont dans le Sahel, notamment à Goudébou. C'est un camp qui se trouve à Dori, une partie qui se trouve à Mentao, donc à côté de la ville de Djibo. Alors, ces réfugiés sont assistés par le SCR, évidemment en collaboration avec le partenaire gouvernemental. D'importants camps de réfugiés qui bénéficient d'un soutien permanent de la part du Haut Commissariat pour les réfugiés. Nous essayons d'abord de leur apporter un appui en termes de protection et nous leur apportons aussi de l'assistance matérielle. Donc ces réfugiés sont là, ils sont encadrés, ils sont sensibilisés. Nous avons des activités que nous appelons dans notre jargon des activités de cohabitation pacifique, parce que nous devons absolument prendre en compte la population autour des camps par rapport à tout ce que nous faisons. Une prise en compte qui se fait sans distinction de statut. En matière de santé, par exemple, la population a accès aux centres de santé qui sont là pour les réfugiés. La population riveraine aussi a accès à l'éducation. Les enfants de cette population fréquentent des écoles construites par le SCR au niveau des camps. Nous avons aussi fait des forages, non seulement au niveau des camps, mais aussi au niveau de la population locale. Il faut noter que la délégation du HCR a saisi l'occasion pour solliciter l'appui du président du Faso afin que le Burkina ratifie la Convention de 1961 sur la réduction des cas d'apatridie.
L'UNICEF se réjouit de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Au thème d'une audience avec le président du Faso, le représentant de l'UNICEF en fin de mandat au Burkina Faso, Marc Rubin, a salué hier cette mesure gouvernementale. Et rappelons que ce programme coûtera environ 24 milliards de francs CFA au budget de l'État pour l'année 2016. Autre information, le président de la CENI et les membres de la commission ont prêté serment cet après-midi devant le Conseil constitutionnel. L'une des priorités du mandat de Newton Ahmed Barry est de participer à la participation des Burkinabés de l'extérieur aux prochaines échéances électorales. Ibrahim Zongo. Ils ont tous dit oui devant Dieu, les sages et les témoins. Oui, pour cheminer ensemble avec loyauté, honneur et patriotisme, comme le stipule le serment promissoire. Je le jure. Ilboudo Benoît. Je le jure. Gitenga Samuel. Je le jure. Serment qui lie désormais ces 15 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante CENI et qui les interpelle au respect de la parole donnée. Les actes que vous allez accomplir désormais, vous allez le faire en toute indépendance, en toute loyauté, et que vous êtes engagé fermement à l'accomplir. Le jureur que vous êtes cet après-midi est tenu de faire en sorte que la chose que vous jurez de faire se réalise pour que le jurement soit vrai. Enfin, le serment est un acte juridique, sanctionné comme tel s'il est violé. Il faut donc retenir essentiellement que le caractère sacré du serment a pour corollaire obligé un caractère juridique. Dès lors que sa dimension sacrée est attestée, on ne peut l'enfreindre sans tomber sous le coup d'une sanction. Désormais, Newton Ahmed Barry et ses 14 collaborateurs sont chargés d'exécuter toute opération électorale au Burkina pour les 5 prochaines années. Et déjà, la priorité est tout affichée pour le président de la CENI. Quand vous avez une diaspora aussi importante comme la nôtre, il y a des questions essentielles qu'il faut gérer pour ne pas que, évidemment, l'élection extérieure puisse créer des troubles d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est un élément fondamental. Deuxième élément, c'est le nombre de pays. Et en fait, c'est le ratio, c'est-à-dire à partir de combien de Burkinabés dans un pays on va installer ou on va faire voter les Burkinabés de l'extérieur. Ce sont des questions techniques, mais également des questions stratégiques qu'il va falloir évidemment aplanir avant d'aller en 2020 plus facilement, quoi. Les sages du Conseil constitutionnel ont exhorté la nouvelle équipe en charge des élections à faire appel à leur savoir-faire pour réussir la tâche qui leur incombe désormais. L'élection de Newton Ahmed Barry à la présidence de la CENI continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Des citoyens burkinabés invitent le remplaçant de maître Barthélémy Kéré à être un homme de consensus, un homme à l'écoute de toutes les couches sociales. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Ahmed Newton Barry, précédemment élu à la tête de la Commission électorale nationale indépendante CENI, est un homme connu de bon nombre de personnes. L'homme a le profil, il a une très bonne connaissance de l'administration publique et des institutions de la République. Et puis encore, c'est une maison qu'il connaissait parce qu'il avait déjà servi là-bas en tant que responsable de la communication. Donc je pense que le tout, et puis bon, c'est quelqu'un qui a une personnalité assez intéressante en termes de valeurs, qui donne son travail dans le journalisme, et je pense que ça serait la même chose en tant que président de la CENI. Il est journaliste même de fonction, je dis qu'il va quand même aider pour que les critiques qui ont été faites les années passées, ça ait encore plus de résultats. Les attentes de la population pour le nouvel homme de la CENI sont nombreuses. Qu'il soit un président qui cherche à créer le consensus autour de lui, parce que notre pays vient de sortir d'une phase de forte turbulence que nous ressentons toujours dans l'ensemble des institutions comme la CENI, où il y a beaucoup d'entités qui se retrouvent. Donc ce serait vraiment bien qu'il soit un président de consensus qui sait créer vraiment l'entente autour de lui pour prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de tout le monde. Qu'il sache donner la parole à tout le monde, qu'il sache écouter même les minorités les plus faibles, les moins représentées, voilà, afin que ces décisions soient moins contestées, parce qu'on est dans une phase assez sensible. Et le rôle de la CENI est très important pour la consolidation de la paix et de la démocratie dans notre pays.
Je pense qu'en 2020, il va nous donner le meilleur de lui-même. Peu importe, la démocratie triomphe un peu plus quoi. Cela dans même lancé comme son prédécesseur Barthélémy Guéret, que les élections soient crédibles, bien organisées, bien suivies. Le nouveau président de la CENI doit prévaloir l'équité et l'honnêteté dans sa politique pour que vive la démocratie au Burkina selon la population. En sus, il doit se donner les moyens nécessaires pour que la question relative au vote des Burkinabés de l'étranger soit une réalité. Le ministre d'État, ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, a rencontré ce matin les hauts cadres de la police nationale. À l'ordre du jour de ces échanges, les questions liées au redéploiement des hommes, de la logistique et de l'armement. Des détails avec Mahmoud Sangari. Cette journée de mercredi 27 juillet 2016 sera sans doute celle de la prise de grandes décisions pour les forces de sécurité du Burkina Faso. En effet, les hauts cadres de la police nationale sont réunis à Ouagadougou pour réfléchir sur les questions relatives à la situation sécuritaire du pays. Au cours de cette séance, un plan de redéploiement des postes de police et leur équipement en matériel et en personnel sera établi. Il y a la question d'infrastructure pour abriter ceux-là qu'on envoie dans certaines localités. Mais il y a effectivement les hommes. Mais pas simplement les hommes, mais les hommes en nombre suffisant. Et puis, il y a maintenant les moyens, la logistique. Parce que si vous êtes là, vous êtes obligé de bouger. Donc, il y a les moyens qui ne suivent pas, les motos, les véhicules. Et puis, enfin, il y a l'armement. Pour mieux lutter contre la corruption au sein du corps, les participants à cette séance de travail vont faire des recommandations qui permettront de redynamiser la police des polices. Alors, nous voulons, la police des polices là, doit être une réalité. Et je disais au directeur général, non, ce n'est pas des gens, on ne sait pas où... Non, ça c'est une structure de premier plan qui doit faire en sorte que partout où on va, qu'on puisse respecter et respecter davantage la police. Il est également attendu des conclusions de ces échanges, des mesures drastiques à même de faire face à l'incivisme en circulation. Dans une lettre ouverte adressée au président Kaboré, le président du parti Le Faso Autrement, Ablassé Ouedraogo, juge la situation nationale, je cite, très grave au plan politique, économique, social et sécuritaire. Fin de citation. Pour lui, le pays va mal et s'enfonce dans la précarité. Afin de redresser la pente, l'opposant souhaite l'organisation d'un dialogue totalement inclusif avec les acteurs clés de la vie politique, économique et sociale du Burkina. Il invite également le chef de l'État à restaurer le socle de confiance à l'intérieur du pays et entre les partenaires et amis de l'extérieur. Les travailleurs déflattés des sociétés d'État réclament d'être indemnisés de 60 mois de salaire en guise de dommages et intérêts. Une délégation de ces anciens employés a été reçue ce matin par le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, HCROM. Le point des échanges avec Cheikh Omar Bandaou. L'âge bien avancé, mais les travailleurs déflattés des sociétés d'État veulent toujours se faire entendre. Face au Haut Conseil pour la réconciliation et l'union nationale, 30 représentants feront l'historique de leur corporation. Les CRDA ont été liquidés le 23 mai 1997. Et le nombre de travailleurs déflattés était de 570. Et les conséquences que cela a engendré, 143 décès, déscolarisation des enfants, manque de nourriture, divorce dans certaines familles, pauvreté absolue. Viennent ensuite des témoignages, des accusations et place à la synthèse des doléances. Nous réclamons l'application des termes de l'accord de programme d'action structurel conclu avec la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en ses dispositions relatives aux mesures financières d'accompagnement portant l'octroi d'une indemnité spéciale de 60 mois de salaire à chaque travailleur déflaté en guise de dommages intérêts.
Nous réclamons le paiement en bref échéance des différents droits légaux ou conventionnels dus au travail déflaté que ces sociétés d'État privatisées, restructurées ou liquidées ont laissé en passif dans leur bilan. Du côté du H-Kroon, l'on fait preuve de sensibilité et d'émotivité, mais pas de réponse concrète, juste des mots pour apaiser les cœurs. Devant un tel témoignage, vous avez tous entendu les témoignages. Ces témoignages assortis de décès, de déscolarisation d'enfants et j'en passe. Un homme normal ne peut pas rester insensible devant de tels témoignages. Et nous leur avons rassuré que nous avons leur dossier en main et que nous les examinerons en son temps. Donc pour le moment, qu'ils prennent leur mal en patience. En rappel, ces travailleurs ont été mis au chômage dans le cadre de la politique gouvernementale du programme d'ajustement structurel PASS. Au total, plus de 6 000 travailleurs se sont retrouvés sans emploi, entraînant dans certains cas le suicide. Pour mieux faire légiférer les lois sur les droits humains, les membres de la Commission générale institutionnelle et des droits humains KJDH s'approprient les instruments internationaux en matière de protection de l'homme. La formation organisée par le National Democratic Institute, NDI, a débuté ce matin en présence du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Maître Benewende Sankara. Suivons ce reportage. Les députés membres de la Commission générale institutionnelle et des droits humains, KJDH, à l'École des droits humains. 2 jours durant, ils bénéficieront d'une formation qui leur permettra de s'approprier des mécanismes et instruments nationaux et internationaux en matière de protection des droits humains. Les députés membres de la KJDH élaborent en amont la loi. Ça veut dire que la loi étant, j'allais dire, la volonté générale exprimée de notre peuple, devrait désormais intégrer, internaliser tous les aspects de protection des droits humains. Et ça, c'est le travail des députés. Et la commission est là justement pour faire ce travail. Et si les députés sont outillés, ça veut dire qu'ils vont certainement légiférer dans ce sens-là. Cette activité marque le lancement du programme intitulé « Renforcer les capacités du législatif et promouvoir la redevabilité et la surveillance parlementaire » financé par USAID et mise en œuvre par le NDI. Le rôle que joue cette commission, de légiférer certainement sur les lois qui protègent encore mieux les droits des citoyens, de suivi des politiques mises en œuvre, une bonne connaissance et une bonne appropriation des mécanismes qui existent déjà pour qu'ils puissent à leur tour identifier les nouveaux besoins et avancer dans leur travail. La promotion de la démocratie et des droits humains demeure une des lignes directrices de la politique étrangère américaine. C'est pourquoi l'ambassade des États-Unis, à travers mon agence, l'USAID, apporte son soutien à ses partenaires de terrain, dont le National Democratic Institute for International Affairs, NDI. En plus de la KJDH, les femmes parlementaires ont été impliquées à cette formation. Nous avons souhaité donner un focus particulier aux femmes, puisque vous savez que les droits des femmes constituent des droits intrinsèquement liés aux droits humains, et toutes les occasions qui se présenteront pour faire en sorte que ce grand pourcentage des citoyens du Burkina puissent continuer à accéder à ces droits, puissent continuer à contribuer au développement du pays. Cette formation marque le démarrage des activités du programme prévu, s'étendre sur 2 ans. Poursuivons toujours en droits humains avec le Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA, qui souhaite faire des leaders religieux et coutumiers de puissants alliés dans sa lutte pour l'abolition de la peine de mort au Burkina. Les responsables du CIFDA ont organisé un atelier de formation pour les sensibiliser sur le principe du droit à la vie. Le reportage de Samba Kassile Traoré. Dans le but de mieux sensibiliser sur le droit à la vie et l'abolition de la peine de mort au Burkina Faso, les responsables du Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique ont initié un atelier de formation des leaders religieux et coutumiers sur le sujet. Le choix de ces leaders religieux et coutumiers n'est pas fortuit. Vous êtes sans savoir que ces acteurs ont un pléthore assez important, et si ces différents acteurs sont très bien convaincus de la nécessité d'abolir la peine de mort qui est essentielle, il va sans dire qu'à travers leurs actions quotidiennes,
On pourra donc sensibiliser beaucoup d'acteurs afin que nous puissions parvenir à l'abolition de la peine de mort et consacrer donc la sacralisation du droit à la vie qui du reste fait partie des 6 principaux droits intangibles. Vous savez qu'au Burkina Faso, quand il y a des remous, généralement ce sont ces acteurs-là à qui on fait appel pour essayer de retisser le tissu social. Et c'est vous dire tout le rôle, toute l'importance donc que ces acteurs ont dans notre société. Et travailler donc à sensibiliser donc ces acteurs, travailler à faire d'eux des alliés donc de la question de l'abolition de la peine de mort peut potentiellement impacter aussi au niveau donc de l'opinion publique. Et pour Urbain Yamego, l'opinion publique représente le principal obstacle à l'abolition de la peine de mort. Disons que la principale menace en fait à l'abolition de la peine de mort, c'est, j'allais dire, la position de l'opinion publique, puisque prenant prétexte en fait de ce que l'opinion publique serait largement défavorable à la problématique donc de l'abolition, les différents acteurs politiques se sont abstenus jusque-là donc de légiférer. Tous espèrent néanmoins que la peine de mort sera définitivement bannie du Burkina Faso, car selon eux, la vie humaine est sacrée. En attendant donc l'abolition définitive de la peine de mort au Burkina Faso, des étudiants de l'UFR SVT de l'université professeur Joseph Kizerbo ont manifesté ce matin dans la cour du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER. Ils dénoncent le fait que les responsables du FONER veulent leur faire signer des prêts académiques en lieu et place d'aide universitaire. Une situation qu'ils ont du mal à accepter. Mahamad Sangari. Voilà l'ambiance qui régnait dans la cour du Fonds national pour l'éducation et la recherche FONER en cette matinée du mercredi 27 juillet 2016. Un mouvement qui fait suite à la non-satisfaction de certaines doléances des étudiants de l'UFR SVT de l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Ces étudiants qui ont eu le bac en 2011 ont commencé les cours en 4 juillet 2012, une année déjà, comme on appelle ça, invalidée à la maison. Et à l'époque, quand les étudiants ont commencé leurs cours, ils sont revenus en 2013 où le Premier ministre, à l'époque qui s'appelait Adolphe Tiaou, il est venu et après il a pris une mesure pour dire que les étudiants qui sont déjà dans les années académiques en retard seront blanchis techniquement. À leur grande surprise, ils sont encore à l'année 2013-2014. C'est-à-dire que ces étudiants sont en train de s'inscrire maintenant pour l'année de licence. Après 5 ans déjà passés, 5 ans déjà gaspillés. Et le FONER dit à ses étudiants de venir encore postuler pour l'aide, pour le prêt au lot pour l'aide. Parce que ces étudiants ont déjà épuisé 4 ans au campus. Mais ce n'est pas la faute à l'étudiant s'il fait 5 ans pour avoir sa licence. Pour ces étudiants, il n'est pas question de s'endetter auprès du FONER pour poursuivre leurs études de premier cycle universitaire. Le FONER demande à tous ces étudiants-là de postuler pour le prêt. Alors qu'un étudiant qui s'endette déjà à la 2e année, il a encore 2 années pour avoir sa licence. Donc il s'endettera 3 fois étant encore en premier cycle. Alors que nous savons très bien que dans le monde d'aujourd'hui, il faut forcément avoir un master pour être vu sur le marché d'emploi. L'étudiant encore doit prendre un prêt de 500 000 2 fois, c'est-à-dire 1 million, pour faire son master 1 et son master 2. Un étudiant qui va se retrouver avec un prêt de plus de 2 millions, comment fera-t-il pour payer demain s'il n'est pas devenu un voleur? Ces étudiants disent avoir rencontré la direction générale de FONER à plusieurs reprises. Des rencontres qui n'ont pas été fructueuses au dire de Ali Balo. Nous sommes venus à 1000 reprises pour les expliquer que ces étudiants ont été blanchis techniquement. Le FONER dit que l'étudiant a été blanchi administrativement, comme on appelle ça, pédagogiquement, mais il n'a pas été blanchi financièrement. Toutefois, ces étudiants n'entendent pas baisser la garde sans avoir obtenu gain de cause. Parlons nutrition. Le fonio est une céréale très appréciée pour ses vertus nutritionnelles. Et bien qu'il se trouve dans les marchés de la place, il reste tout de même un produit qui n'est pas à la portée de tous. Son prix varie entre 1000 et 1250 francs le kilogramme, et cela en fonction de la période. À l'occasion de la journée internationale du fonio ce 27 juillet, zoom sur cette céréale avec Samba Kassile Traoré. Le fonio, encore appelé Digitaria exili, est une céréale qui est cultivée au Burkina Faso, plus précisément dans la moitié nord du pays. Il reste apprécié pour ses qualités gustatives et suscite un intérêt croissant au niveau mondial pour ses vertus nutritionnelles. Il se vend un peu partout à Ouagadougou. Effectivement, ici on vend le fonio. C'est une dame qui vient nous livrer chaque fois. Effectivement, ici, on peut dire que ça marche bien.
C'est-à-dire qu'on en prend, bon, on prend plusieurs fois quand même par semaine. Et on peut dire que ça marche bien. C'est un monsieur qui paie le fonio à Nouna pour nous le revendre. Souvent, il y a le marché, mais pas tout le temps, étant donné que ça ne fait pas partie des habitudes alimentaires des gens. Les prix de cette céréale varient en fonction de sa qualité, mais le kilo n'excède pas les 2000 francs CFA sur le marché. Nous vendons à 1250 francs le kilo de fonio lavé. Ce qui n'est pas lavé fait 1000 francs parce que lorsque le fonio n'est pas lavé, il est plus composé de débris caillouteux. Et quand on le lave, ça n'atteindra plus la quantité du départ. Voilà pourquoi on vend le kilo du fonio lavé plus cher. Les commerçants de Digitaria exilés souhaitent que le gouvernement encourage la culture de cette céréale afin que son prix soit à la portée de tous sur le marché. Les journalistes se forment à l'école de l'environnement et des changements climatiques. L'atelier de formation qui se tient depuis hier permettra aux hommes de médias d'avoir des informations fiables sur le changement climatique et de mieux les relayer. Le reportage est signé Cheikh Omar Bandaougou. Plus de 120 mm d'eau tombée sur la seule capitale Ouagadougou en 2 jours. Le changement climatique est bien effectif au Burkina Faso. De plus en plus au niveau du Burkina, nous constatons une extension de la saison hivernale, notamment en début et à la fin, mais également une certaine variabilité donc de la température de l'ordre de 2,5 Celsius à 5 degrés Celsius. Et les hommes de médias, conscients de leur rôle de relais, ont décidé d'aller à l'école de l'environnement les 26 et 27 juillet 2016. Nous sommes dans un domaine où on a besoin d'une formation continue. Nous avons fait des écoles professionnelles, mais c'est beaucoup plus de formation généraliste, c'est beaucoup plus théorique. Je ne pense pas qu'il y ait une école de journalisme au Burkina où on forme des gens sur des questions de changement climatique. Et donc, naturellement, nous pensons qu'il y a effectivement besoin d'outiller les journalistes sur la question. Nous n'avons pas besoin d'aller au fond pour ici déceler les manquements, mais en tant que professionnel, je suis conscient à mon propre niveau qu'il y a des insuffisances. Donc il y a des manquements que nous avons besoin de combler à travers ces 2 jours de formation-là. Et ce n'est pas le ministère en charge du changement climatique qui en dira le contraire. Pour gagner la lutte contre les changements climatiques, il faut une information fiable. Et nous pensons que les premières personnes à disposer de cette information fiable et qui soient capables de la relayer à l'ensemble du pays, c'est bien sûr les journalistes. En rappel, cet atelier de formation a été initié par l'Association des journalistes du Burkina en partenariat avec la Fédération internationale des journalistes. En 2 jours, ils seront informés entre autres sur l'origine du changement climatique, ses manifestations et ses conséquences. Hors de chez nous, un chef d'une unité du groupe djihadiste Ansar-Dine, opérant dans le centre du Mali, a été arrêté par les forces maliennes. L'arrestation de Mahmoud Bari, alias Abou Yehia, a eu lieu dans la zone de Nampala, et c'est dans cette même zone qu'une attaque contre l'armée malienne avait coûté la vie à 17 soldats le 19 juillet 2016. Après 2 ans d'absence et moult reports, l'opposant congolais Étienne Tshisekedi est rentré aujourd'hui en RDC. Son retour s'est transformé en un grand meeting de l'opposition. Tous les leaders et partisans de partis de l'opposition sont sortis pour l'accueillir. Tous espèrent que ce retour ramène un dialogue inclusif sous l'égide des Nations Unies. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.